soir, deux invités, en l'occurrence ce soir avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Hervé Amourda est à nos côtés, économiste, responsable de la recherche de ProBTP Finance et membre également de l'association BSI Economics. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. À nos côtés, Étienne Gorgeon nous accompagne, responsable de l'activité obligataire de Sanso Longchamp Asset Management. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Un mot de l'ambiance de marché peut-être pour commencer Étienne, si vous voulez bien. Quand on regarde les marchés globaux, les actifs risqués, on a l'impression effectivement qu'on est doucement, généreusement bercé par l'idée de perspectives de croissance qui restent somme toute correctes, notamment sur le front américain. On ne semble pas être au bord de la récession aux États-Unis. Peut-être qu'il faut apporter des nuances à cette discussion. Et puis surtout, l'idée que la Fed, dans une certaine mesure, va quand même délivrer quelques autres baisses de taux après celle qui a été délivrée ces derniers jours. Tout ça semble profiter à l'appétit pour le risque. Oui, c'est un bon résumé. Ce que moi je trouve assez intéressant, effectivement, c'est que à chaque fois que la Réserve fédérale a baissé ses taux dans un environnement qui était plutôt favorable à la croissance, qui est le cas, révision du PIB, le premier semestre va être assez robuste, on va être au-dessus de 2. L'année dernière, on a fait 2,8. Quand on regarde les indicateurs à haute fréquence ou les indicateurs de manière générale, on est probablement passé de 2 quelque chose à un peu plus de 3 pour le troisième trimestre, ce qui est plutôt remarquable. Donc on peut même dire qu'on est dans une phase où l'économie accélère, la Réserve fédérale qui baisse ses taux parce qu'elle a une inquiétude sur l'emploi. Et puis donc des marchés qui montent un peu au son du canon, c'est qu'il y a plein de raisons d'avoir un peu peur à droite à gauche. Donc vous avez un acheteur marginal qui lui se sent en confiance par la baisse des taux, par les perspectives de croissance qui sont toujours là, par un premier semestre où on a vu l'IA continuer de délivrer. Finalement, les bénéfices par action étaient au rendez-vous. Et nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est hormis choc exogène qu'on n'a pas encore bien vu, c'est un chiffre d'inflation qui surprendrait, ce qui pour l'instant pas trop le scénario, ou peut-être d'emploi, pourquoi pas, ou peu importe. C'est des marchés qui peuvent nous emmener à des niveaux qu'on n'avait pas anticipés. Peut-être Le risque est à la hausse pour moi, le risque, il est à la hausse. On peut être surpris par un S&P qui traverse les 7000 assez gentiment dans ce type d'environnement. Ouais. L'économie américaine a peut-être marqué un point bas en fait. Alors qu'on l'attend plutôt devant nous, peut-être qu'elle est déjà en train de repartir avec... Alors, la macro est très volatile. Les chiffres de PIB, on l'a vu, entre le premier trimestre et le deuxième trimestre, il y a aussi un mouvement un peu de va-et-vient entre les effets et les perturbations générées par la politique de Trump, pour dire les choses. Moi, j'ai presque envie de vous dire qu'on nous a vendu un PIB avec un point bas plutôt qu'une réalité de point bas. Moi, j'ai pas vraiment vu de ralentissement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression d'être dans la politique américaine où quand ils ont envie de vous vendre une histoire, peu importe si elle est fantasque, on peut revenir dans les années 2000 et la fameuse guerre avec l'Irak. Là, j'ai eu l'impression qu'ils avaient vraiment envie de nous vendre un ralentissement pour justifier des baisses de taux et aller dans le sens de ce que veut l'administration américaine, sachant que franchement, et on en a discuté assez fréquemment sur votre antenne, nous, sur les données à haute fréquence, on voyait le consommateur américain toujours consommer autant, on ne voyait pas vraiment de ralentissement marqué. Donc je pense qu'on a voulu nous vendre un ralentissement qui n'est pas arrivé. Ça s'est validé par la révision du PIB du deuxième trimestre. Et je pense qu'on est dans une économie qui est un peu boostée par un stimulus, par le déficit budgétaire, par la baisse des taux, par le fait que les marchés sont plus hauts, ça crée un effet richesse. Enfin, il y a plein de facteurs extrêmement favorables. Ça se voit dans le crédit. Vous avez parlé de ce fantastique LBO. Tout ça, c'est des signes de tout va très très bien, peut-être même trop bien. Et dans le ça va très bien, trop bien, on peut être surpris. C'est ce qu'on dit nous à nos clients. C'est-à-dire qu'il y a des risques qu'il faut avoir en tête. Mais probablement qu'un des principaux risques, c'est que les marchés continuent de monter. Bon, alors Hervé, il y a les effets de marché, effectivement, la manière dont les marchés réagissent, se comportent, et puis il y a ce qu'on essaye de comprendre de l'économie ou de la réalité économique. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce point de vue-là, notamment si on parle de l'économie américaine? C'est vrai qu'on a vu, je crois, 3 mois de vente au détail qui étaient quand même très très solides derrière nous et qui ont rassuré, j'imagine, un certain nombre d'investisseurs sur la santé du consommateur américain. Est-ce qu'on peut projeter, ou en tout cas, est-ce qu'on peut prolonger cette histoire macro-américaine, ou est-ce que quand même, à un moment, il faut s'attendre à, j'allais dire, une contrepartie au moins des politiques tarifaires, entre autres, immigrationnistes ou non immigrationnistes en l'occurrence, menées par Donald Trump depuis quelques mois maintenant? Oui, alors c'est effectivement très très compliqué d'y voir clair parce que les révisions ont lieu sur à peu près toutes les statistiques aujourd'hui. Donc la vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui et probablement ça va être difficile de tirer un trait à partir de là
pour demain, pour les prévisions. On s'attend toujours à un ralentissement au T4 de l'activité américaine pour 2 raisons. Le moral des ménages qui reste bas je dirais dans les sous-composantes de cette enquête, que ce soit le Michigan ou le Conference Board d'ailleurs, bien on se rend compte que les perspectives futures sur l'emploi et sur l'inflation sont élevées et sur le taux de chômage sont également élevés ou à la hausse. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus inquiétant aujourd'hui sur l'économie américaine. Sur la consommation passée, effectivement, elle a été très robuste. Le chiffre à 3,8%, enfin la révision à 3,8% du PIB au T2, elle se fait sur la consommation des ménages. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle, c'est une excellente chose. Les salaires sont là, le revenu disponible est là, le stock d'épargne accumulé est toujours présent. Donc ça, on sait que c'est aussi de nature à entretenir une consommation résiliente. Mais voilà, ce sentiment, cette consommation, aujourd'hui, ne l'est pas. Mon point, je dirais mon point d'anxiété, il est sur l'inflation aujourd'hui. Parce que l'inflation, c'est vrai que les derniers chiffres étaient plutôt rassurants. On regarde dans le détail, on enlève l'automobile et le logement parce qu'effectivement, c'est la part du lion de cette inflation et on sait qu'il y a des raisons idiosyncratiques. Mais quand on regarde le reste, on se disait finalement, les effets des tarifs douaniers n'ont pas vraiment eu d'impact et donc à la limite, il ne se passe pas grand-chose. Il y a une statistique que le BLS produit qui est la part des prix imputés qui n'ont pas pu être collectés. Cette part des prix imputés, en vitesse de croisière, on est à 10%. Cette fois-ci, aujourd'hui, sur le dernier chiffre, on est à 36%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Hervé ? La part des prix imputés qui n'ont pas été collectés ? C'est lorsque les agents fédéraux du BLS ne peuvent pas collecter... le bureau des statistiques du travail. Voilà, ça. Exactement. Ne peuvent pas collecter les prix. D'accord. Eh bien, ils vont prendre des prix de substitution. Je comprends. Et avant, ils le faisaient sur 10% de l'ensemble. Maintenant, ils le font sur 36%. D'accord. En 2020, lors du Covid, où c'était extrêmement difficile de collecter des données, on est monté qu'à 16%. Compris. Et donc, depuis le mois d'avril, en fait, on a des statistiques qui, certes, sont résilientes, mais si elles sont résilientes parce qu'on a fait un ajustement statistique et on les connaît, des processus autorégressifs qui prennent la moyenne des derniers mois ou des 6 derniers mois, eh bien, automatiquement, on ne va pas avoir de pression inflationniste. Et donc, moi, je pondère davantage ce que disent aujourd'hui les ménages et la perception des ménages de l'inflation. Et c'est pour ça que ça m'inquiète. Il y a une fragilité dans la statistique aujourd'hui, et on peut dire la même chose des enquêtes sur les marchés du travail. Et quand je dis les marchés du travail, on a vu au Royaume-Uni, on le voit chez nous en Europe, et on le voit bien sûr aux États-Unis, mais également une fragilité dans les statistiques d'inflation. Exactement, c'est ça le message. Et les enquêtes que vous citez de morale des ménages, qui sont des grandes enquêtes suivies par tous les investisseurs, Michigan, Conference Board, conserve une corrélation quand même pertinente avec la réalité macro qui pourrait se matérialiser d'ici quelques mois. Alors, on l'espère. Cette corrélation, elle a été cassée avec le choc inflationniste. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, la politique budgétaire est venue aider les ménages. Donc, même si eux percevaient une inflation forte, ils n'ont pas été impactés. Et il y a eu des mesures qui ont servi de bouclier finalement. Donc, c'est sûr que si on regarde juste statistiquement, la corrélation n'est pas bonne. Maintenant, on pense que ces mesures-là, automatiquement, n'ont pas été renouvelées. On voit le nouveau, le Big Beautiful Budget Bill, difficile à dire à chaque fois. Celui-ci, a priori, ne va pas vraiment satisfaire les ménages puisqu'il prolonge des baisses d'impôts. Il y a la déduction des heures supplémentaires, mais globalement, ça reste assez marginal en nouveau cadeau, on va dire, pour les ménages. Donc effectivement, on a plus ces remparts-là. Donc le stress des ménages ne sera plus compensé demain par un effort fiscal ou un effort budgétaire supplémentaire. C'est ça. Et donc pour la Fed, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une question très facile. Ça veut dire que c'est compliqué. Merci de la poser. Non, mais Étienne aura la même, vous ne vous inquiétez pas. Non, mais effectivement, alors pour la Fed, elle a son double mandat. Elle s'inquiète de l'inflation, mais dans une moindre mesure aujourd'hui par rapport au marché du travail. Elle est plutôt en gestion des risques. Et on l'a vu avec ses prévisions économiques. Elle a des prévisions économiques où elle révise à la baisse le taux de chômage pour 2026, elle le laisse stable en 2025, et malgré tout, elle fait une baisse de taux sur pour le prétexte du marché de l'emploi. Vu de l'extérieur, ça n'a pas beaucoup de sens. Je dirais la fête de Yellen n'aurait pas coupé les ça aurait été impossible, en tout cas, à commenter avec ce changement de forecast. On sait que Jérôme Powell, il se projette davantage et il a besoin de voir les choses vraiment se matérialiser. Donc ça a été le grand changement de Powell et qui continue aujourd'hui à se voir. Et effectivement, si les statistiques d'inflation restent perturbées et si on ne voit pas cette hausse de l'inflation, la dégradation du marché de l'emploi, elle est visible, même si, d'une manière générale, moi j'aime bien le rappeler, le taux de sous-emploi, donc celui qui prend en compte ceux qui aimeraient travailler mais qui sont proches de la force de travail, il est aujourd'hui au même niveau qu'en 2016-2017.
En 2016-2017, on remontait les taux. Ouais, bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, on est en train de dire que ça, sûr. c'est l'argument principal pour baisser les taux. Donc, dans l'absolu, si on a une vision absolue, non, les baisses de taux ne sont pas justifiées. Maintenant, on sait qu'on regarde le momentum, on sait que on a une capacité à prédire un petit peu à court terme et à moyen terme, et cette dégradation, elle devrait se poursuivre. Donc ça, effectivement, c'est inquiétant et c'est à prendre en compte. Maintenant, voilà, il y a cette dichotomie avec l'inflation, donc ça me dérange un petit peu. Il y a les prévisions économiques qui sont pas suffisamment, on va dire, reflétées dans la décision, donc ça veut dire que nous, on perd une grille de lecture, clairement. Et puis, il y a les fameux dissidents, il y a Mirahan, notamment, en chef de file. Et là, Et effectivement... une dispersion très forte des projections, des dots, etc. On voit, même si alors, la décision a été unanime, moins Mairan, on voit quand même une dispersion des trajectoires de la politique monétaire assez spectaculaire de ce point de vue-là. Oui. Étienne, vos commentaires, et puis donc on est sur la Fed. Ce serait quoi le risque d'erreur pour la Fed là, à ce stade, partant d'une baisse de taux qu'elle a délivrée après un mini-cycle de 100 points de base de baisse de taux entre septembre et décembre 2024? Je crois que je vais faire comme Hervé, je vais répondre à la fin à votre question. Ah, bien. mais on va y répondre. Mais je voudrais revenir peut-être sur un point, c'est que je trouve que les études sont tellement polluées aux États-Unis que nous, ça nous a forcé à totalement ajuster notre façon de regarder la macroéconomie américaine. C'est-à-dire qu'on ne regarde que des données à haute fréquence qui représentent, bon an, mal an, entre 50 et 80% des résultats finaux. Mais on trouve que c'est moins aléatoire, c'est un peu plus fiable que ces études qui sont révisées et dont les révisions sont révisées elles-mêmes. Et c'est vrai que sur l'inflation, ça pose également un problème. Et pour donner un exemple concret sur l'inflation, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, puisque c'est difficile de se baser sur quoi que ce soit en ce moment, c'est quand même dingue. On fait des prévisions sur des chiffres qui... C'est bien de le dire. Non, mais c'est bien. Ça ramène un peu d'humilité partout, j'ai envie de dire. Voilà. Je dois vous avouer que les données à haute fréquence, quand j'arrive... Je sais un peu... J'arrive à avoir 80% des retail sales aux États-Unis par jour. Ouais. C'est fourbi, donc on retraite ça mathématiquement, mais on arrive à avoir des choses à peu près propres. Et ça, bizarrement, ça corrèle et ça tient bien. D'accord. Là où c'est vraiment compliqué, c'est effectivement sur les études, notamment type inflation ou emploi, où là, ça devient vraiment compliqué. Sur l'inflation, moi, il y a deux choses. Il y a une chose que je trouve assez intéressante, c'est vraiment ce que pensent les Américains sur le travail de Trump depuis qu'il est au pouvoir. Ouais. Donc, le pourcentage d'Américains qui lui font confiance, et c'est très mauvais. C'est pas mauvais, hein, c'est très mauvais. Et ça peut être, ça pourrait être curieux quand on intègre le fait que depuis le début de son mandat, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on pourrait quasiment dire qu'il a tout réussi. Enfin, la Big Beautiful Bill, comme les tarifs, il a réussi à tordre le bras à la planète. Enfin, il fait quand même beaucoup de choses, il y arrive. Et pourtant, les Américains ne sont pas satisfaits de son travail. Et la première raison qui explique pourquoi les Américains ne sont pas satisfaits de son travail, c'est l'inflation. Et donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je pars du principe que l'inflation va s'emballer au moment où les économistes vont commencer à se tromper. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'oscillation entre ce que pensent les économistes et la réalité des chiffres. Il y a très peu d'oscillation. Les économistes tapent quasiment là où ça va tomber. Le consensus des économistes sur ces chiffres d'inflation est plutôt bon aujourd'hui. Vous regardez en 2021, c'est plus 2021-2022, bien sûr. C'est terrible. Tout le monde était en retard à chaque fois. Au départ, ça commence très gentiment, puis arrive le mois d'avril, mai et juin, et on était parti dans un autre monde. Ce que j'observe également, c'est qu'il y a plein de façons de regarder l'inflation. On peut regarder le chiffre, on peut regarder les sous-composants. On peut regarder celui que j'aime le plus, si on doit regarder qu'un chiffre, c'est celui qui retire tous les écarts à la moyenne, à la hausse, à la baisse. Ils appellent ça le trim mean, qui montre une petite remontée. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est si on le regarde avec un pied de côté, et qu'on regarde par exemple par catégorie qui remonte. Donc on ne regarde pas par sous-catégorie de produits, mais par pourcentage, ce qui monte de 1%, ce qui monte de 3%. Et j'aime bien, je regarde ce qui monte de 5% et plus. Et il y a combien d'items alors qui montent de 5% Simplement, et plus? ce que j'observerais, c'est que ça représente une part qui grossit. C'est la part qui accélère le plus. Donc, vu qu'on ne sait pas grand-chose, on voit ce que pensent les Américains, et je pense que ça, c'est à peu près crédible. Parce que quand même, un président qui réussit plein de choses et le peuple qui n'est pas content, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe qui n'est pas évident. Il y a un message. Et j'observe qu'en regardant l'inflation d'une certaine manière, il y a quand même quelque chose qui se forme. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, à voir.
Et donc, j'ai Et pour la Fed, question donc, sur la Fed. le Mais risque. avant, je parlerais bien Ouais. sur l'emploi et surtout sur les retail sales. Ce que je trouve intéressant, c'est ce rapport de Moody's, qui est quelque chose que nous, on voyait depuis un petit bout de temps. C'est que je pense, et c'est simplement pour échanger, parce que ça peut être intéressant, et franchement, je ne sais pas qui a raison, et mon avis, comment on dit, mon avis est un challenge, enfin, peut se challenger facilement, mais ce qu'on observe, c'est que ça fait un bout de temps que le premier quintile des plus riches, donc premier quintile et la moitié du deuxième quintile font quasiment plus de 50% de la consommation. Ouais. Et que ça n'a pas de raison de changer, puisque cette catégorie-là continue à avoir un effet richesse relativement favorable à tous les niveaux. On peut estimer que la baisse des taux va soulager. Donc, on voit que la capacité d'emprunt du dernier quintile, donc malheureusement ceux qui sont les plus défavorisés, eux sont à peu près, pardon pour l'expression, mais un peu au taquet, ne peuvent pas aller tellement plus haut en termes d'endettement. Et on le voit sur les volumes des cartes d'endettement sur les cartes de crédit, etc. La baisse des taux devrait les aider. Donc, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que si on reste dans ce schéma-là, probablement que finalement le consommateur américain on a encore un peu plus dans le pied. Alors après, est-ce qu'il va commencer, ce consommateur, à ralentir au dernier trimestre ou l'année prochaine? Franchement, je trouve que c'est un énorme challenge, mais il y a tellement d'effets richesse. Moody's ne parle pas de quintile, elle parle de 10%. Alors, ils ont fait leur travail, je ne le challenge pas. Moi, je voyais plutôt un quintile et demi. D'accord, Voilà. d'accord. Mais enfin, c'est une proportion minoritaire de la population qui réalise 50% de la C'est consommation. tout. Et on peut comprendre pourquoi il y a tellement de gens qui ne sont pas totalement satisfaits. Et pourquoi la Fed baisse-t-elle les taux Et donc, pour là moi, maintenant la Fed fait ce qu'elle sait faire de mieux depuis qu'elle a augmenté ses taux, c'est faire des pivots ratés. Alors, on est à son 8e, je crois. Ah oui, c'est vrai, vous les comptez, oui, c'est vrai. Et donc, moi, je pense qu'elle fait... et moi, je rejoindrais bien facilement... L'an Hervé. dernier, c'était un pivot raté déjà L'an dernier, c'était... En commençant par 50 points de base de baisse. Ben oui, et la preuve que c'est un pivot raté, c'est qu'elle a baissé ses taux, que les taux courts sont au même niveau qu'au plus bas, Et les c'est-à-dire taux longs novembre sont montés, 2024, mais les taux longs sont beaucoup plus hauts. Ouais. Alors, il y a plein de facteurs autres, mais en tout cas, on en est là. Et donc, je pense qu'elle a un pivot raté. Pour l'instant, elle se focalise sur l'emploi. Elle a peut-être des bonnes raisons, mais est-ce qu'on peut vraiment tirer un trait si fort est-ce qu'on peut éliminer tellement ce lien entre la croissance et l'emploi? Est-ce qu'on est vraiment dans un environnement où on pourrait croître aussi fortement aux États-Unis sans création d'emplois? Il y a peut-être une part de vrai, mais je ne suis pas totalement convaincu que ça explique tout. Et je pense un peu comme Hervé qu'on sous-estime probablement à un moment un potentiel d'inflation qui pourrait repartir. et pour le coup totalement éliminer ce et pivot. bloquer la Fed, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Sur l'emploi, ça m'intéresse. Est-ce qu'on a abaissé effectivement le point de friction? Est-ce que quelques créations d'emplois suffisent à maintenir un taux de chômage très faible aujourd'hui aux États-Unis? Mais c'est une question qu'on peut se poser pour nos économies en général, Hervé. Oui, absolument. Pour moi, il y a vraiment deux gros éléments de mastodonte à prendre en compte sur le sujet de l'emploi. Sans refaire le sujet des révisions qu'on a déjà traitées, mais 911 000 créations d'emplois en moins sur l'année dernière, sur le chiffre en tout cas de mars 2025, à peu près 70, 72 par mois. Si Jérôme Powell avait eu cette vraie information, si tant est qu'elle soit vraiment définitive, les taux ne seraient pas à 4,25 aujourd'hui pour la borne supérieure. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Il y a cette révision, et puis ensuite, il y a les chiffres qui se dégradent. Et Jérôme Powell se dit, est-ce que je ne suis pas en retard? Donc effectivement, sur les prévisions, elles ne baissent pas, mais il y a tout le poids du passé. Et l'autre élément, et ça c'est Jérôme Powell qui le cite, à mon avis, c'est justement pour se démarquer et pour forcer l'indépendance avec les politiques budgétaires, c'est l'immigration, c'est la politique migratoire. Et ça va avoir un impact majeur sur le marché de l'emploi, c'est évident, on commence déjà à le voir. Choc d'offres, c'est ça, sur le marché du travail. Absolument. C'est intéressant parce qu'on peut tout recouper. Je parlais tout à l'heure des statistiques peu fiables sur le CPI. Pourquoi est-ce qu'elles sont peu fiables? C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, c'est parce qu'il y a moins de main-d'œuvre du côté BLS. Il y a 20% de main-d'œuvre en moins depuis le mois d'avril. Non mais donc, ces impacts-là, on les jugeait avec le fameux Doge au début qui a été virulent et on se disait mais on ne voit pas vraiment les impacts. On les voit les impacts, ça y est. La nouvelle responsable Oui, il y a eu un changement à la tête du BLS. Voilà, je me rappelais, il y a exactement. quelques mois. BLS, c'est le marché de l'emploi, c'est le CPI, c'est le PPI. Donc la qualité n'est pas prête de s'améliorer là non plus. Donc
Il y a de vraies raisons macroéconomiques à une dégradation du marché de l'emploi, sur la politique migratoire, sur la démographie, et tout ça, c'est assez évident. Donc, se dire que le rythme que l'on avait tous un petit peu en tête de 100 000, de 110 000, Ouais. Yellen disait à l'époque, pour une économie au plein emploi, il est probablement aujourd'hui un petit peu inférieur, puisque justement, on va avoir moins de personnes qui participent à cette force de travail. Est-ce qu'il est à 22 000 ? Je ne suis pas sûr non plus. Mais voilà, est-ce que c'est alarmant ? Je ne crois pas à ce stade. Mais encore une fois, c'est la tendance, c'est le momentum. Le niveau absolu, il est pour moi pas inquiétant aujourd'hui. Ouais. Degré d'indépendance de... Alors, commentaire, Étienne, puis le degré d'indépendance de la Fed, de la décision rendue et des prochaines décisions, sachant que le marché, lui, continue de voir, j'allais dire, une série de baisses de taux à travers 2026, à partir du moment où Jérôme Powell aura rendu son poste. Oui, mais oui. Alors, sur les baisses de taux, pardon, du coup, j'embraye dessus directement. Donc, on a vu des baisses de taux qui ont été légèrement révisées à la baisse d'ici l'année prochaine, mais on était Donc un peu moins. un tout petit peu moins, D'accord. 25 points de base, si j'ai bien compté. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on a quand même trop de baisses de taux, je trouve, dans les prix, quand on intègre le fait que l'économie est en croissance probablement à un rythme au-dessus de 2%, voire même peut-être 2,5%. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a encore trop de baisses de taux attendues. Ouais. C'est probablement moi, le message que je passerai, parce que la croissance, simplement, donne l'impression d'être robuste. Sur le point d'Hervé que j'ai oublié, et sur lequel je voulais rebondir. Ben, on parlait marché du travail, la question de la fiabilité des statistiques. Zut. Moi, je voulais que vous me parliez aussi de l'indépendance de la Fed. Est-ce que le marché considère que la décision rendue est une décision encore indépendante, ou est-ce que le marché intègre une pression politique supplémentaire ? Ça peut expliquer aussi peut-être que le marché voit encore plusieurs baisses de taux à horizon 12 mois. Moi, j'aime bien l'expression qui dit que la Réserve fédérale est réellement indépendante quand tout va bien. Et je pense qu'on est probablement dans un environnement où les choses vont pas si bien, parce qu'il y a un déficit budgétaire, parce qu'il y a un mécontentement général aux États-Unis qui est palpable. Et je questionne... Enfin, je pense que la charge de l'administration américaine est d'une ampleur assez spectaculaire, et que la Réserve fédérale va continuer à être sur la défense de son indépendance. On peut juger déjà, on peut douter de son indépendance le jour où elle a acheté dans ses quantitative easing autant d'emprunts d'État. C'était quand même favoriser Prêter le flanc au moins. Ouais, favoriser un lien indéniable. D'accord. J'observerai également que sous James Baker, il y a eu des phases où on acceptait totalement que la Fed n'était pas totalement indépendante. Ah non, mais c'est une histoire récente. Et que ça reste une histoire récente. Par contre, ce que j'observe, et ce que je trouve intéressant, c'est pour rigoler entre nous chez Sanso Longchamp, on se disait, tiens, c'est marrant, s'il y en a un qui veut clairement être le prochain président, c'est probablement Mitterrand, et que probablement Bowen et Bowman et Waller. Bowman et Waller, pardon, ont décrété qu'ils voulaient plus le job. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toujours ce débat sur on fait ce qu'on pense pour le mieux de notre mandat, et qu'on peut avoir un penchant pour Trump, mais que ça les limite dans leur capacité d'aller clairement vers quelque chose de prosélyte. Je comprends. Un peu à la Mitterrand. Au passage, je ne sais pas si vous avez lu c'était intéressant d'essayer de comprendre pourquoi Mitterrand était totalement à l'inverse de ce que pensaient ses collègues sur ce fameux taux neutre. Ouais. Donc le taux qui équilibre... non frictionnel. Non frictionnel, qui équilibre l'économie américaine. Ce qui est assez intéressant, c'est que... pas de politique, mais je trouve ça assez simpliste. Parce qu'il anticipe des choses dans le futur qui pourraient se produire. Il y a beaucoup de si. Déjà, quand on fait de l'économie, le premier si, c'est toujours un peu douteux. Alors quand vous en avez 4 ou 5, et quand vous commencez à regarder vraiment loin devant vous, ça commence à devenir très hypothétique. Et il est vraiment dans une posture, je trouve, politique au sein de la Fed. Et le message qui a été passé récemment, c'est que la Fed, pour l'instant, à part lui, ne se veut pas si politique que ça. Moi, c'est ça que j'ai retenu. Ouais. Donc, résistance. Ouais, je comprends. Alors, on parlait du point mort. Le point d'Hervé était de dire, effectivement, peut-être qu'on a
besoin d'un peu moins de création d'emplois aujourd'hui pour maintenir le taux de chômage. Oui, c'était d'ailleurs c'était le point, le point que j'avais oublié. Moi, il y a une question que je me suis posée, c'est vous comme moi, on a été habitués à ce que les créations d'emplois nous surprennent toujours à la hausse. On était à un rythme il y a très longtemps à 50, on est passé à 100, 150, on trouvait que 150 c'était un bon chiffre. On a vu vraiment des chiffres spectaculaires. Et je me suis demandé, sachant qu'avec les révisions qu'on a eues, il y a eu quand même 1 ou 2 prints l'année dernière qui étaient négatifs, mois de septembre, je crois, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un chiffre négatif ce vendredi? Je, Oui, je- mais sur des révisions, on n'a pas eu un chiffre négatif sur des révisions, non? Il n'y a pas eu un chiffre qui a été passé Cette en négatif sur les NFP? Non, je dis une bêtise? Si Ouais. le mois de si on réintègre les révisions qu'on a eues, Ouais. qui s'arrêtaient à mars 2025, je crois que le mois de septembre 2024 était négatif. 24, d'accord, oui, alors ça remonte à beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Bah, Et voilà. on aura la réponse là. Et est-ce que le marché va se mettre à acheter des taux avec une frénésie incroyable, ou est-ce que le marché va intégrer effectivement que les déportations, enfin que les chiffres de l'emploi, Oui. on les comprend plus très les bien, renvoie à la frontière? que tous Ouais. ces gens qui quittent l'emploi parce que leur retraite, ils peuvent la prendre, enfin, etc. Oui, bien sûr. Non, mais il y a une tension persistante quand même dans ce marché du travail américain. Si on évoque les conséquences de la position de la Fed aujourd'hui, avec l'idée quand même qu'il y a peut-être une fenêtre de tir pour quelques autres baisses de taux, Hervé, qu'est-ce que ça implique pour le reste du monde? Qu'est-ce que ça implique pour d'autres banques centrales? Et notamment, par exemple, pour la Banque centrale européenne. Est-ce que la BCE peut maintenir un statu quo le temps que la Réserve fédérale américaine ajuste son réglage de politique monétaire? Ou est-ce qu'il faut à un moment que la Banque centrale européenne se remette également en jeu? Oui, alors je pense qu'en fait, contrairement aux épisodes précédents, cette fois-ci, le dollar, l'affaiblissement du dollar, fait que la connexion entre toutes les banques centrales est un peu cassée. Ah. Et ça protège, ça immunise la BCE, la BOJ, mais aussi les banques centrales des pays émergents, qui n'ont plus besoin d'être en forte réaction. Et on le voit d'ailleurs sur les devises émergentes et autres, la volatilité est bien moindre, même plus faible que les pays développés. Ah ouais. Donc voilà, je dirais du point de vue spillover, vraiment, on en aura moins qu'avant. Mhm. Côté BCE, alors certes, on regarde les États-Unis, on en a beaucoup parlé, on voit les impacts. On regarde aussi la Chine. La Chine, la croissance est plutôt fébrile, en tout cas les derniers indicateurs ont surpris à la baisse. Mais du coup, on s'attend à une relance budgétaire de la part du gouvernement. On sait que le gouvernement a été très pertinent dans sa relance de ce début d'année sur les consommateurs, sur le marché de l'emploi, parce qu'il y a un vrai sujet sur l'emploi également. Donc on peut être assez confiant sur les mesures qui pourraient être annoncées mi-octobre, Ouais. notamment. Mais en Chine, il y a toujours ce problème de désinflation. Et cette désinflation, c'est une inflation importée, enfin une désinflation importée pour nous, pour la zone euro. Donc on a à la fois un euro fort, on a une désinflation importée de la Chine, donc vraiment pas grand-chose qui nous inquiète sur le front de Non, l'inflation non. de notre côté. Elle est plutôt bénigne, dit, je crois, aujourd'hui Philippe Lane, hein, quand il parle de l'inflation en zone euro. Exactement, exactement. Donc pas de raison de modifier les taux. Selon les différentes estimations, on va dire qu'on doit être à 0,25 du taux neutre, ou Ouais. des estimations de taux neutre. D'ailleurs, je fais une parenthèse par rapport à ce que l'on disait à l'instant. C'est vraiment pas pour défendre le discours de Miran, et moi j'étais agréablement surpris de ce discours, finalement il essaye de mettre des mots, des arguments macroéconomiques derrière une décision qui est certes un petit peu extrême, mais j'irais tordre le cou à la théorie économique et au taux neutre. Pour le coup, tous les banquiers centraux le font, Ouais. et j'ai la D'accord. plus grande admiration pour Isabelle Schnabel, Ouais. mais elle le fait également. Oui. Et J'entends. notamment sur la transition énergétique, etc. Et J'entends. donc, elle utilise l'argument du taux neutre. Voilà. Donc, quelque part, il a des réflexes de banquier centraux. On peut Je pas lui. comprends. Il on est peut déjà pas lui dans le enlever bain. ça. Voilà. Et bon, oui, j'y ai préparé, je pense. Absolument, absolument. Donc vous dites la BCE n'a pas besoin forcément, il n'y a pas une pression immédiate sur la BCE si la Fed venait à délivrer 2, 3, 4 baisses de taux. Non, je ne pense pas, et d'autant que la conjoncture économique tient plutôt bien. On Ouais. avait eu un rebond là, de certaines enquêtes de confiance sur l'industrie, ça s'est légèrement retombé, mais ça reste assez proche des zones d'expansion. Donc je dirais le plus dur ou le plus gros est vraiment derrière nous. La guerre tarifaire, on se rend compte que finalement, voilà, on peut penser ce qu'on veut de cet accord, ça nous enlève beaucoup de volatilité. Voilà, on a quand même beaucoup avancé. Il y a certains produits qu'il va falloir encore régler sur l'automobile, sur les semi-conducteurs et le secteur de la pharma. Mais globalement, voilà, je dirais qu'on a bien avancé, on a bien quadrillé.
Le vrai problème de la zone euro, c'est la politique budgétaire, c'est l'instabilité D'accord. politique et Je ce veux genre dire, de choses. maintenant, s'il s'agit de soutenir la croissance, soutenir la demande interne, la demande intérieure, etc., c'est plus le job de la BCE dans le contexte actuel, vous dites. Pour moi, non. Pour moi, non. Je comprends. Et c'est beaucoup moins vrai, désolé, je fais une dernière parenthèse, mais Ouais. c'est beaucoup moins vrai pour la Fed, parce qu'on parlait de pourquoi la Fed a baissé les taux et continuerait de baisser les taux en restant dans son mandat et sans finalement subir la pression politique. Il ne faut pas oublier le premier canal de transmission des taux directeurs, c'est sur les prêts hypothécaires, sur Ouais. les prêts immobiliers. Ouais. Et là, effectivement, les ménages font face à des taux qui sont encore très élevés. Ouais. Avec des prix qui recommençaient un peu à baisser, je crois, dans l'immobilier, Oui. peut-être, hein, effectivement, Absolument. qui ont sans doute participé à déclencher cette baisse de taux de la Les réserve taux fédérale longs qui américaine. remontent. Et les taux longs qui remontent, oui, les taux de mortgage qui remontent. Sur l'Europe, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Étienne? Bon, on parlait de la BCE, mais je veux bien qu'on revienne. Alors, le cas français, qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui quand on regarde la zone euro dans son ensemble, avec les autres pays, les autres dynamiques? Est-ce que le cas français est de plus en plus, j'allais dire, circonscrit, ou est-ce que c'est quand même un sujet qui peut à un moment générer des effets de diffusion à d'autres pays de la zone euro qui, dans un passé pas si lointain, étaient considérés comme des maillons très faibles? Je parle évidemment de la périphérie. Un pays comme l'Italie a souvent été Ouais, c'est présenté comme un mauvais élève, ou en tout cas un élève fragile de l'Europe. Je pense que la France est devenue l'Italie des années 90. C'est-à-dire qu'on est seul. D'accord. On est seul parce que la dynamique des autres est plutôt bonne. Alors après, on peut mettre un point d'interrogation sur l'Allemagne, mais qui part d'un point. La problématique de l'Allemagne, c'est qu'elle publie des chiffres de déficit sur PIB ou de budget, de déficit budgétaire sur PIB qui sont pas en ligne avec une grande partie du reste, c'est-à-dire de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont toujours entre 0,5 et 1. Alors en réalité, ils sont plutôt autour de 2 et quelque chose, parce que simplement ils intègrent pas les dépenses qu'ils ont fait pendant le Covid, les dépenses extraordinaires. Le hors etc. bilan, quoi. Oui, leur bilan. D'accord. Ils ont une façon de compter qui a toujours été bizarrement. Pour des Germains, je pourrais challenger voilà, c'est un peu Bon, bizarre. la statistique allemande ne fait pas partie des, Ouais, exactement. des gloires de fiabilité du pays. Hein. Donc moi, ce que je retiens de ce qui se passe en France et le message qu'on passe, c'est que je m'attends pas à un chaos, parce que on n'est pas dans une situation à la 2011 où le chaos me semble d'être demain, à moins de, je sais pas moi, une espèce de mini-guerre civile qu'on n'aurait pas vu venir, D'accord. mais voilà, D'accord. quelque chose d'assez extrême. Je vois pas non plus de grands jours sur le budget, parce que je vois pas simplement, comme tout le monde, je vois pas de coalition assez Donc en fait, forte. on va continuer de dériver lentement. Donc je pense qu'on va continuer de dériver lentement, ce qui est peut-être le chemin de moins de résistance. C'est peut-être la situation la moins pire. Le budget qui avait été voté, moi je le trouvais pas très bon parce qu'il était un peu récessionniste. Je pense qu'il faut tout mettre sur les dépenses et arrêter d'essayer de taxer des gens qui peuvent de toute façon, qui décourageront l'entreprise de demain. Donc ça, j'ai toujours trouvé que c'était catastrophique comme message. Et si ça s'arrêtait, tant mieux. Le vrai sujet, donc pas de chaos, pas d'amélioration notoire. Un pays qui reste incroyablement solide, 14 trillions, c'est la richesse calculée par l'INSEE des Français. Si on rajoute le patrimoine Ah, mais tout ça est toujours vrai, bien industriel, sûr. c'est 18. Ouais. Donc on n'est pas au bord du tout d'un précipice. Et je pense que si les choses devaient s'accélérer, c'est dans très longtemps. Après, une fois qu'on a dit Et ça... la France est bien pricée, pardon Étienne, mais la France est bien pricée quand vous regardez les métriques de marché, le niveau absolu auquel on emprunte tout au long de la courbe, les écarts de taux qu'on peut avoir à maturité comparable par rapport à d'autres pays. La France est là où elle doit être? Non, je pense pas. Je pense le marché price en grande partie la dynamique défavorable. D'accord. La dynamique favorable des D'accord. autres et la dynamique défavorable de la nôtre, mais regarde pas obligatoirement les fondamentaux. Donc il y a un peu on regarde un peu dans le Ok. futur, on regarde un petit peu devant. Non, la seule chose, moi, que je pourrais dire sur la France, c'est qu'on est désormais le pays avec le rendement le plus élevé. Ce qui veut dire que dans un cas de fragilité, imaginons un retour que j'entrevois pas au passage, mais un retour à 2011, donc crise de la zone euro, alors on est désormais le bêta le plus élevé. Et ce qui veut dire qu'on est désormais dans une situation un peu moins favorable que les autres, puisque comparativement, on emprunte à un niveau plus élevé, ce qui est moins favorable. Et donc, il y a quelque part, on accélère, même si ça va prendre encore beaucoup de temps, on accélère quand même quelque chose, une dégradation. Ça va pas dans le bon sens. Bon, ça va pas dans le bon sens. Bon. Pour finir, peut-être sur Oui, le oui. BCE, le seul message que je passerai, c'est que Madame Lagarde, quand elle a une fenêtre de tir pour un pivot, elle le rate pas. Alors, elle en avait une.
elle avait une fenêtre de tir parce que. C'est 1 pour la BCE, 0 Mais pour la moi, Fed, quoi. je trouve que la BCE a très bien joué. Elle avait une fenêtre de tir, ça a duré moins Elle de est 12 mois. Bam, avant la Fed, c'est parti très elle a délivré. C'est parti très non, vite, ce qui fait qu'elle est dans une position assez confortable, je trouve, Ouais. désormais, pour voir un peu ce qui va se passer avec le plan de relance allemand, différents facteurs. Bon, situation, degré de fragilité financière, notamment de la France sur les marchés. Hervé, comment vous jaugez le cas là? Alors nous, je crois qu'on en avait parlé sur ce plateau il y a un an. On fait un outil de scoring des différents pays en ne regardant que les fondamentaux. On regarde un tout petit peu de momentum, mais on regarde vraiment que les fondamentaux. La France était l'année dernière avant-dernière. Aujourd'hui, elle est toujours avant-dernière. Notre lecture, je dirais, des finances publiques de la France, de la conjoncture économique, du secteur privé, du secteur extérieur, parce que c'est vraiment tous ces piliers que l'on regarde, n'est pas bonne, clairement. Le pays qui fait moins bien que nous, parce que la dernière fois, la question m'avait été posée après l'émission, c'est la Belgique. Donc voilà, s'il devait y avoir une forme de contagion de notre risque français, potentiellement, sur les fondamentaux, on se rend compte que la Belgique serait peut-être plus mal positionnée, même si en termes de rendement, c'est pas le cas C'est aujourd'hui. incroyable parce que moi, dans ma mémoire, France et Belgique ont toujours été présentés comme étant les pays un peu barycentres, médians, Absolument. moyens de Ouais. la zone euro, quoi. Alors c'est bien, parce que maintenant, leur relation n'a pas... Non, oui, la changé. corrélation entre les deux est toujours C'est valable. juste qu'ils sont en bout de distribution, mais voilà. Donc non, effectivement, ensuite, il faut des triggers sur ces éléments-là. C'est-à-dire que nous vraiment, ça fait des années dans notre scoring que la France est très mal positionnée. À quel moment est-ce qu'on a un risque sur la France? Et à quel moment est-ce que... Pour moi, c'est même pas de sitôt. C'est-à-dire que je dirais qu'aujourd'hui, oui, on va avoir une volatilité. On a des corridors qui sont bien encadrés en cas de dissolution, en cas de démission du président. On sait que voilà, on peut aller toucher des nouveaux niveaux. Mais c'est pas 2011. Et pourquoi c'est pas 2011? Finalement, c'est pas propre à la France, c'est pas propre à notre situation, c'est propre à la BCE, à tous les outils qu'elle a mis en place, et le fait que la France, c'est pas la Grèce, et c'est pas l'Italie non plus. Donc très clairement, là-dessus, il y a un vrai biais que l'on a et qui est légitime, puisque si on veut une zone euro, il faut compter sur la France. Ouais. Bon, un mot de la logique de marché qui vous anime l'un et l'autre dans vos maisons respectives. Hervé, vous êtes responsable de la recherche, économiste pour ProBTP Finance. Qu'est-ce qui guide les investissements là d'un investisseur institutionnel comme vous aujourd'hui? Alors, les banques centrales, mais on en a parlé, donc je vais aller assez rapidement. Le contexte politique, géopolitique, c'est la bonne surprise de 2025. On s'attendait vraiment à une hécatombe avec les tarifs douaniers. Ça l'a été un court instant en avril, et puis ensuite, on s'est rendu compte que finalement, il y aurait soit des négociations, soit des suspensions, donc c'était plutôt une bonne chose. On a ensuite eu peur avec le contexte géopolitique, les détroits qui pouvaient être bouchés, la guerre Russie-Ukraine. Et finalement, tous ces éléments-là, tous ces éléments de risque, aujourd'hui, sont en train d'être apaisés ou en tout cas d'être mis au second plan. Donc pour moi, le vrai sujet, ça va être vraiment le sujet de l'indépendance de la Fed. Je pense que ça, c'est de nature à changer le pricing aussi de taux, puisque je ne me suis pas exprimé dessus, mais sur le pricing de marché qui est très agressif sur les baisses de taux, pour moi, c'est plus la macro qu'il y a derrière, c'est plus les prévisions, c'est la politique. C'est que le marché se dit, Miran, c'est le prochain, ou bien, si c'est pas Miran, quelqu'un qui réfléchit comme lui. Donc là, effectivement... Et là, on aura des jumbo cuts, et on aura en tout cas plus de baisses de taux Absolument. que ce qui pourrait être nécessaire. Donc pour moi, le vrai sujet, il est là. Il est sur l'indépendance. Bon, Étienne, la logique d'investissement chez vous, chez Sansot? Donc nous, on est plutôt à se dire que la prise de risque est favorisée de par l'environnement macro et la baisse des taux, mais que les risques n'ont pas disparu. Le premier risque que l'on entrevoit, ça serait un chiffre d'inflation mal anticipé. C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Il y aurait un autre risque, c'est si le marché de l'emploi en réalité devait se détériorer beaucoup plus fortement. Je le mettrais plutôt en deuxième. Et puis, beaucoup plus loin, je ne le vois pas tout de suite, mais je continue de penser que ce que fait l'administration américaine est une expérimentation à tous les niveaux, l'affaiblissement des institutions, la machine à billets, la planche à billets avec déficit budgétaire, réserve fédérale, etc. Et qu'il y a un moment ou un autre, ça ne sera pas bon pour la croissance des bénéfices et le marché action. Ça va générer obligatoirement des accidents.
barrières tarifaires, etc. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc le sujet et ce qu'on dit à nos clients, c'est que de fait, on conseille nous des allocations qui prennent un peu tout ça en compte. Il faut des actions, alors qu'on conseille plutôt des actions européennes parce qu'on arrive à faire de la perf sur des actions européennes. Puis on n'a pas la problématique du risque de change. On conseille, donc ça c'est pour un tiers. On aime bien conseiller également un tiers de produits décorrélés des marchés. Il y a plein de très bons produits. Et moi, je mets en avant plutôt du crédit court terme parce que simplement on a des niveaux de prime de risque qui sans générer de problèmes particuliers, on n'est plus non plus à des niveaux d'enthousiasme en termes de rendement. On peut faire du 3,5 avec du très très court, je trouve que c'est bien, et pas besoin d'aller chercher des durations extrêmement longues. Et donc, une partie qui continue de générer de la performance dans un environnement porteur, la partie décorrélée qui est censée jouer son jeu si les marchés devaient se retourner, et la partie short duration qui permettra de reprendre du risque mais de continuer à faire un petit peu de performance. Et c'est vrai que pouvoir prendre du risque quand les marchés sont moins favorables, c'est quand même ce qui est le plus satisfaisant pour un gérant. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Amorda, le responsable de la recherche et économiste de Pro BTP Finance, membre également de BSI Economics, je le rappelle, et Étienne Gorgeon, responsable de l'activité obligataire de Sansot Longchamp Asset Management.